Vous avez déjà été interpellé dans la rue pour adhérer à une organisation caritative, peut-être même aujourd'hui. Mais vos ressources sont limitées et vous vous demandez quelle organisation choisir. Comment être sûr que vous allez soutenir le meilleur et non pas le pire de l'humanitaire? Car le meilleur existe. On va parler tout à l'heure des meilleures organisations du monde. Mais le pire aussi. Le pire, c'est par exemple la tradition du parachute caritatif en Grande-Bretagne. Chaque année, des milliers de Britanniques pleins de bonnes intentions récoltent des fonds à l'occasion d'un grand saut en parachute. A priori, tout le monde en profite. Ils font une expérience inoubliable et les associations engrangent les bénéfices. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Une étude menée sur 5 ans à Tayside en Écosse montre que pas moins de 610 000 livres ont dû être dépensés par le système de santé à la suite des 163 accidents déplorés. Ce qui nous amène à un bilan assez effrayant. Pour une livre récoltée par les courageux bienfaiteurs, 13 seront perdus. On a déjà vu une opération plus efficace. Toutes seules, donc, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il nous faut faire usage de la raison, il faut trancher, il faut parfois comparer, et même si ça demande des arbitrages douloureux. Et vous allez voir, avec l'exemple de Make-A-Wish, que tout ça est en fait très délicat, et que ça nous emmène au cœur de notre conception de la morale. La fondation Make-A-Wish, que vous connaissez à coup sûr, réalise les vœux les plus fous d'enfants malades, parfois incurables. En 2013, peu avant Noël, 20 000 personnes se réunirent à San Francisco pour voir un petit garçon de 5 ans déguisé en Bat-Kid se promener en Batmobile dans les rues de la ville, accompagné par un acteur déguisé en Batman. L'enfant, Miles Scott, atteint d'une leucémie, suivait une chimiothérapie depuis plusieurs années, et quand on lui avait demandé quel était son vœu le plus cher, il avait répondu être Bat-Kid. La Make-A-Wish Foundation avait exaucé son rêve. Difficile de ne pas être ému par ce genre d'action. Mais si on revient à notre objectif, qui est de se transformer en cyborg sans émotion et de comparer froidement les organisations, on peut préférer une autre fondation. Je le répète, en devenant un cyborg sans émotion et sans rien noter au mérite de Make-A-Wish. Alors, pourquoi hésiter à donner d'abord à Make-A-Wish? Parce qu'un vœu Make-A-Wish coûte, selon la fondation elle-même, en moyenne 7 500 $ par enfant, soit 75 fois plus que le coût de la vie d'un enfant dans les pays les plus pauvres du monde. Environ 100 $ pour une vie, c'est ce qui ressort des analyses de GiveWell, qui s'est spécialisé dans la comparaison des organisations humanitaires et qui multiplie les enquêtes de terrain. Le site recense et classe les organismes qui se distinguent par un rapport coût-efficacité exceptionnel. En tête de liste, on trouve la Fondation contre la malaria, qui distribue des moustiquaires très peu coûteuses et très performantes en termes de vie sauvée. La question qui se pose est donc très simple. N'est-il pas plus juste de donner son argent à la Fondation contre la malaria qu'à Make-A-Wish? La vie de dizaines d'enfants ne vaut-elle pas plus que le rêve d'une seule journée d'une seule personne? La question est simple, mais la réponse ne fait pas l'unanimité en éthique. Car vous avez peut-être reconnu derrière cette question le duel majeur de la philosophie morale. Le grand duel de la philosophie morale oppose Emmanuel Kant aux utilitaristes. Du point de vue de Kant, comparer les actions humanitaires n'a pas beaucoup de sens. D'abord parce que chaque vie humaine a une valeur infinie et qu'on ne compare pas à des infinis entre eux. Un homme ne vaut pas moins que 100 hommes. La comparabilité, c'est le propre des objets qui ont un prix. L'être humain, lui, n'a pas de prix, il a une dignité qui ne tolère aucun calcul. Ensuite et surtout, on ne peut pas comparer les actions humanitaires chez Kant, tout simplement parce que l'utilité n'est rien et que l'intention est tout. Ce qui compte pour Kant, c'est la bonne volonté, la pure obéissance à la loi morale, au devoir. Que je donne à la Fondation contre la malaria, à Make-A-Wish ou même aux parachutistes écossais, ça ne fait pas de différence morale. Car ma bonne volonté, même si elle est totalement inefficace, voire contre-productive, n'en brillerait pas moins, dit Kant, ainsi qu'un joyau de son éclat à elle, comme quelque chose qui a en soi sa valeur tout entière. L'utilité ou l'inutilité ne peut en rien accroître ou diminuer cette valeur. Face à Kant s'élève la voix des utilitaristes. Pour les utilitaristes, l'intention n'est rien. Ce qui compte, c'est le résultat. Il faut que l'action humanitaire soulage le plus efficacement possible la souffrance générale. On doit donc les comparer. Voilà ce que dit Peter Singer dans L'altruisme efficace. Sauver la vie d'un enfant, c'est de toute évidence faire plus de bien que simplement satisfaire le désir d'un enfant qui rêve d'être Bat-Kid. Il peut être choquant d'entrer dans ces comparaisons,
Mais l'argument de Singer paraît très convaincant. Si les parents de Miles avaient eu le choix, Bad Kid pendant une journée ou la guérison complète de la leucémie de leur fils, ils auraient certainement opté pour la seconde possibilité. N'en déplaise à Kant, pour Singer, sauver une vie, c'est plus important que de réaliser un rêve. Et sauver 75 vies, c'est évidemment plus important que de sauver une seule vie. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous kantien ou considérez-vous, avec les utilitaristes, qu'on a le droit et le devoir de mettre en balance les vies humaines ? En réalité, on peut étendre ce genre de raisonnement à tous les domaines, et ça donne des résultats parfois surprenants. Prenons la formation d'un chien d'aveugle. Ça coûte 40 000 $ aux États-Unis. D'un autre côté, empêcher qu'un Africain devienne aveugle à cause du trachome, une maladie très répandue dans les pays pauvres, ça coûte entre 20 et 100 $. Bref, le coût de formation d'un seul chien permettrait de rendre la vue à 400 voire à 2000 personnes. Encore une fois, si on demandait à un aveugle de choisir entre un chien et recouvrer la vue, il préférait recouvrer la vue. Pourquoi dès lors ne pas combattre en priorité le trachome ? Pourquoi ne pas adhérer à l'altruisme efficace de Singer ? Eh bien, même s'il est séduisant, rationnellement, l'altruisme efficace a quelque chose de contre-nature. L'altruisme efficace nous demande d'abord de changer d'horizon. On est conditionné par l'évolution à préférer notre prochain, celui que nous croisons au coin de la rue. Comme le dit Singer dans une célèbre expérience de pensée, si je voyais un enfant en train de se noyer dans une mare, je n'hésiterais pas à sacrifier mon costume à 500 $ pour le sauver. Mais si ce même enfant se trouve à l'autre bout du monde, je ne ressens pas du tout la même responsabilité. En mettant sur un pied d'égalité tous les êtres humains, l'altruisme efficace fait exploser cette clause géographique. Et il nous demande de faire preuve d'une impartialité dont on n'a pas l'habitude. De plus, on associe souvent la charité à l'émotion, au cœur. D'ailleurs, c'est la même racine étymologique. L'altruisme efficace, lui, fait appel à la raison et au calcul. Cela dit, ça n'a rien à voir avec un calcul froid. C'est un calcul qui veut faire le maximum de bien avec efficacité. Et c'est ça que je trouve séduisant dans l'altruisme efficace. Pour beaucoup de personnes, le principal obstacle au don, c'est pas qu'il manque d'émotion, mais c'est l'incertitude quant au résultat. Je ne sais pas où va aller exactement l'argent. Or, en présentant en lieu et place de photos émouvantes, des tableaux, des statistiques et des enquêtes de terrain, les organisations ultra efficaces, celles qui sont distinguées par Guy Voel, rendent le don plus concret et peut-être plus motivant.